Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Aurélie Picard, la déléguée générale de la plateforme jeudescarbone.fr, lancée il y a un peu plus d'un an, 3500 entreprises déjà inscrites pour trouver des solutions techniques, de financement, d'accompagnement de leur décarbonation. Dans notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète, le mentorat au service de la transition écologique. Il sera question aujourd'hui d'hôtellerie et du comportement des clients, vous verrez. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Pandobac et ses solutions de réemploi des emballages. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Aurélie Picard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée générale de la plateforme jeudescarbone.fr qui a été lancée le 10 octobre 2022. C'était quoi le principe, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ est double en fait. On voit bien qu'il y a une accélération de la décarbonation, une nécessité de décarboner nos industries. Et en même temps, le constat qu'on a plein de belles solutions en France et en Europe à faire connaître. Et donc on a construit la plateforme Je Décarbone et plus globalement la démarche Je Décarbone pour faire rencontrer les acteurs qui cherchent à se décarboner, à qui on explique comment monter leur projet, comment mettre en place leur projet, et qu'on met en relation avec les acteurs qui ont des solutions, et notamment localement, près de chez eux, en France, en Europe. Ce point de départ, c'est une volonté gouvernementale, il y a des entreprises qui sont en quelque sorte les fondateurs. Alors en fait, le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique, que j'anime en tant que déléguée générale, a comme vocation de développer l'industrie de la transition énergétique en France. C'est une association qui regroupe les industriels et l'État avec cette vocation-là. Et donc c'est assez naturellement que nous avons mis en place Je Décarbone, parce qu'on a vu cette dynamique d'accélération de la décarbonation de l'industrie et qu'on avait dans nos membres des acteurs avec des solutions extrêmement intéressantes et qu'on s'est dit qu'il était important de mettre en relation les acteurs qui ont des solutions avec les acteurs qui cherchent à se décarboner. Aujourd'hui, c'est une dynamique vraiment très fédératrice. On a monté cette dynamique avec les intégrateurs en particulier, c'est-à-dire les acteurs qui sont en capacité de venir conseiller, accompagner les industriels, parce que les leviers à mobiliser sont nombreux. Donc il faut souvent une ingénierie. Je prends souvent le parallèle avec une maison, en fait. Il faut un architecte. Après, on a des maçons, des plaquistes. C'est un peu pareil pour décarboner son entreprise. Et on l'a monté également avec l'ensemble des associations, des intervenants sur le terrain qui accompagnent les entreprises. Donc typiquement, le MEDEF, les CCI, les pôles de compétitivité, les comités stratégiques de filière sont des parties prenantes actives de Je Décarbone et nous aident à justement accompagner les entreprises dans leur décarbonation. Alors si on fait un peu le bilan, quelques chiffres déjà, je le disais en titre, 3500 entreprises inscrites sur la plateforme, 3300 rendez-vous B2B organisés, 800 solutions de décarbonation référencées. Quel bilan vous faites au-delà de ces quelques chiffres ? Un bilan vraiment de mobilisation des acteurs, aujourd'hui d'un vrai intérêt des entreprises de comprendre comment se décarboner et d'une mobilisation des acteurs au niveau national et au niveau territorial pour accompagner les industriels et les différents acteurs dans leur décarbonation. Et là, on ne parle pas seulement des 50 plus gros émetteurs qui avaient été identifiés. Non, on ne parle pas simplement des 50 plus gros émetteurs, on parle bien de l'ensemble des industriels, du tissu, qu'on dit diffus, du tissu des différentes industriels, quelle que soit leur filière, qu'elles soient dans les principales filières les plus émettrices ou qu'elles aient des enjeux plus limité. À quel moment est-ce que vous pouvez intervenir avec cette plateforme, avec tous les intervenants, à n'importe quel moment? C'est-à-dire de maturité d'une entreprise dans sa démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Quel que soit le niveau de maturité, il est intéressant de s'appuyer sur Je Décarbone, qui peut s'utiliser de deux manières différentes. Quand on est un industriel qui cherche à se décarboner, on peut utiliser Je Décarbone comme annuaire pour chercher à la fois des acteurs pour accompagner son financement, c'est trouver des équipementiers ou trouver des intégrateurs qui vont pouvoir apporter des solutions clés en main. Et on va également trouver en plus des fiches de méthode, des webinaires également qui expliquent comment faire construire ce projet-là. Et puis, on peut plus simplement décrire son projet
et être contacté par les acteurs qui peuvent vous accompagner. Donc il y a 2 modalités pour utiliser Je décarbone. Et puis on a veillé à... C'est pas simplement une plateforme numérique. L'humain est extrêmement important. Hein. C'est bien justement l'idée de mettre en place des partenariats qui est au centre de la démarche. Et donc on fait un tour de France également. On a déjà été dans 6 régions. On a déjà fait 6 événements. Voilà, oui, donc ce sont ces rendez-vous B2B dont on parlait, voilà, c'est ça. Qui viennent en complément de la plateforme numérique où vraiment on vient dans les différentes régions en lien avec les conseils régionaux et les acteurs locaux du développement économique, rencontrer les entreprises. Ça concerne que l'industrie ? Alors aujourd'hui, on a focalisé sur l'industrie parce qu'en fait, qui peut le plus, peut le moins, je dirais. Oui. C'est-à-dire que les solutions à mobiliser pour l'industrie sont plus larges que pour les autres secteurs. Pour le mais quand on décarbone son industrie, on va aussi regarder ses bâtiments. Bien sûr. Et donc concrètement, les acteurs qui sont présents sur la plateforme Je décarbone peuvent être mobilisés par le secteur tertiaire. Ils peuvent également être mobilisés par les collectivités territoriales qui ont également des enjeux énergétiques spécifiques. Et donc en 2024, on va faire des parcours plus simples pour les acteurs du tertiaire et pour les acteurs des collectivités territoriales pour leur donner accès à ces informations de manière bien spécifique et que leur parcours utilisatoire soit beaucoup plus agréable qu'il l'est aujourd'hui. Oui. Est-ce que, moi je reçois évidemment beaucoup d'entrepreneurs, de représentants d'entreprises ici. Parfois ils sont un peu coincés au stade de l'audit. C'est-à-dire ils ont fait l'audit puis après ils se disent oh là là, quelle solution privilégier, quelle solution technique. Ça, c'est souvent le cas ? C'est le cas. Souvent. Et en fait, je crois qu'il est important de poser les différents jalons du projet de décarbonation. On a des acteurs qui sont au niveau de l'audit, d'autres qui rentrent avec la volonté de diminuer leur facture énergétique. Ouais. Et ça a été un vrai accélérateur, je pense, sur ces derniers mois. Il faut bien qu'il y ait un effet positif de la crise énergétique. Et en fait, on voit qu'il y a différents volets qui sont en générique dans les projets de décarbonation. On a la partie économie d'énergie, qui peut représenter 20 à 30% de réduction des gaz à effet de serre, qui vont pouvoir être activés par un changement de comportement, la sobriété. On peut prendre le parallèle toujours avec sa maison, éteindre la lumière, voilà. Donc faire changer les comportements dans l'entreprise. On a après une partie qui va être sur l'efficacité énergétique, le pilotage de ces outils industriels. Là, on a moins de 10% des moteurs qui sont équipés de variateurs de vitesse et pourtant on peut aller gagner 10 à 20% d'économie. On a des compresseurs qui fuient. Il y a et c'est la même chose dans sa maison, on peut piloter ses radiateurs. Ou dans le tertiaire également, seulement 7% des bâtiments sont équipés d'une GTB, d'une gestion technique du bâtiment, qui peut aller faire gagner 20 à 30% d'économie d'énergie. Puis ensuite, on rentre dans la troisième partie, je dirais, du projet. On rentre dans le dur, on rentre dans la décarbonation effective de son énergie. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il est important de revenir à son usage. Et 70% du besoin d'un industriel en moyenne, c'est un besoin de chaleur. Mais le particulier, on est dans la même situation. Notre besoin, à moitié, plus de 50% de notre besoin de particulier, c'est se chauffer. Et c'est pareil dans le tertiaire. Et donc là, ce qui est très important, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas obligé de passer par le gaz ou l'électrique, que la chaleur, on peut le prendre dans le soleil directement, on peut le prendre dans le sol, la géothermie bien sûr. Et il existe un panel de solutions extrêmement important. Et c'est ce qu'on explique, et on accompagne les acteurs pour cette prise de conscience. Alors, selon les niveaux de température, la complexité croît au fur et à mesure que les degrés croissent, mais concrètement, on a un nombre de solutions extrêmement important, et c'est important de pouvoir bien faire cette pédagogie pour justement passer de l'audit aux différentes phases du projet de décarbonation. Avec des solutions de récupération de la chaleur fatale aussi, la chaleur perdue, ça on en a parlé plusieurs fois ici. Je voudrais quand même, il nous reste à peu près 2 minutes, qu'on se situe par rapport à des concurrents, notamment aux concurrents américains. C'est vrai qu'il y a eu le vote de l'Inflation Reduction Act qui fonctionne un peu comme un gigantesque aspirateur à projet, quoi. Comment la France, et même c'est plutôt au niveau européen, peut résister à ça? Il y a un problème de timing. C'est-à-dire, l'Amérique, elle peut prendre une décision, l'appliquer rapidement. L'Europe, c'est forcément une machine qui est beaucoup plus lourde. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a passé des textes comme le Critical Raw Material Act, le Net Zero Industry Act, qui démontrent qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'industrie en lien avec la transition énergétique. Ce qui n'a pas toujours été une évidence. Donc, les Américains, avec leur Inflation Reduction Act, conditionnent la subvention des produits
des technologies de transition énergétique au fait qu'elles soient produites aux États-Unis. L'Europe tient... Donc on a vu que certains projets qui étaient prévus au niveau européen sont en train ou ont déjà migré vers les États-Unis. Tout à fait. L'Europe tient à rester dans les principes de l'OMC et cherche et continue à mettre en place un faisceau de textes, de décisions pour pouvoir justement veiller au développement de l'industrie de la transition énergétique avec des moyens différents de ceux des États-Unis. Donc, est-ce que ça répond aujourd'hui à date? Les Américains ont été très loin, mais l'Europe, je pense qu'on peut déjà voir une partie du verre plein. Allez. L'Europe a réagi. L'Europe, ce qui n'était pas évident il y a quelques années, on n'aurait pas été certain d'avoir cette orientation. Elle est prise, il reste encore beaucoup à faire pour réussir à avoir un équilibre dans nos relations commerciales, mais on a un pas au niveau européen et la France est très active dans cette direction pour préserver et pouvoir développer notre industrie de la transition énergétique. Merci beaucoup Aurélie Picard et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat Entrepreneurs pour la planète tout de suite. Entrepreneurs pour la planète, c'est le mentorat au service de la transition écologique. Et je vous présente tout de suite un nouveau binôme réuni, créé par l'association. Arthur Dumoulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de l'Uniwave. Et Bertrand Baradine, bonjour et bienvenue. Vice-président de Outremer Network, Aura, multi-entrepreneur, on peut dire ça. Vous avez créé beaucoup d'entreprises? Alors beaucoup d'entreprises. Donc j'ai co-créé une entreprise, c'était en 2011, le digital, les applications mobiles. 2011, faut se rappeler, l'iPhone avait que 3 ans et l'iPad 1 an. Voilà, donc c'était déjà quand même assez novateur. Et ensuite, donc on avait vendu l'entreprise à une boîte de marketing à Lyon. Et ensuite, j'ai co-créé une autre société donc, dans les jeux. Voilà, ça n'a pas bien marché, mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. C'est pour ça qu'on est aussi mentor. Et l'année prochaine, je vais relancer une nouvelle société. Bon. On en reparlera dans notre sujet. Pourquoi pas. Est-ce que vous vous êtes dit, pendant cette vie d'entrepreneur, de temps en temps, tiens, j'aurais eu besoin d'un mentor? Quelqu'un pour m'épauler, me conseiller. Alors, écoutez, j'ai la chance moi-même d'avoir aussi des mentors, voilà, donc depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est ça qui fait la richesse, en tout cas, quand on entreprend dans la vie, d'avoir toujours aussi un effet miroir. Voilà. Donc, c'est important. Et quand j'ai eu l'occasion, effectivement, de rencontrer Arthur par le biais de l'association Entrepreneurs pour la planète, j'ai tout de suite dit oui. Pour pouvoir aussi accompagner donc en tant que mentor l'Uniwave. C'est quoi l'Uniwave? Présentez-nous l'idée. L'Uniwave, c'est l'écologie pour le tourisme. En fait, le constat, il est simple, c'est que ce secteur, il est en retard dans sa transition écologique. Pourquoi? Parce que c'est le secteur du bien-être et du confort. On va à l'hôtel pour se faire plaisir. Et l'idée de l'Uniwave, c'est vraiment de ne jamais contraindre, de ne jamais rien imposer, mais de récompenser pour les bonnes actions. Un peu une dose de positivité et d'espoir. Et alors ça marche quoi? C'est quoi? C'est sur la gestion de l'eau dans nos chambres d'hôtel, c'est ça? Exactement. En fait, on a ciblé l'un des plus gros foyers, notamment à l'hôtel, et avec un dispositif innovant que j'ai ici. L'idée, c'est vraiment en fait d'aller challenger la consommation des utilisateurs, de faire un suivi en temps réel, et après, et c'est le plus important, de venir récompenser ces bonnes actions. D'accord. Et c'est une histoire d'amitié aussi. Vous êtes 3 copains, c'est ça, avoir créé l'entreprise? 3 copains, on s'est rencontrés à l'école et on était en colocation, le Covid, et on avait envie de lancer notre transition écologique. Et en fait, on l'a fait par une petite chose. On mettait des croix pour toutes nos bonnes actions sur un tableau dans notre cuisine. Et à la fin du mois, celui qui avait fait le plus de bonnes actions, on s'offrait une bière et on était content. C'est bien. Toujours inventer de bonnes raisons d'aller boire des coups avec des copains. Exactement. En toute modération, évidemment. Qu'est-ce qui vous a séduit, Bertrand Baradine, dans le projet de l'Uniwave? Est-ce que c'est la personnalité des cofondateurs, l'idée? Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors, il y a 2 choses. Il y a la première chose, évidemment, donc, quand on m'a présenté l'association des 3 associés, à la base, ils sont 3 associés. Donc, c'est toujours cette fougue d'entrepreneuriat innovante pour pouvoir aller accompagner les entreprises, donc les hôtels, entre autres, sur la transition écologique et moins consommer d'eau. Et la deuxième, c'est aussi sur l'aspect fait personnel, parce que moi, je suis très sensible à cette protection sur la planète, protection de l'eau. Je suis papa. Faut pas oublier, donc j'ai une fille qui a 15 ans et un week-end sur 2, quand elle prend sa douche et tout, j'entends, parfois je râle aussi, Chloé, un peu moins l'eau sous la douche. Et donc ce concept de prendre, par exemple, sa douche et moins utiliser d'eau, je trouve ça vraiment très impactant pour la planète. Et donc il faut aller prendre son bâton de pèlerin pour aller auprès des hôtels pour pouvoir mettre en place ces produits innovants. Alors expliquez-nous comment ça marche.
Alors concrètement, je ne l'ai pas ramené ici, mais on a aussi une tablette type liseuse. On va venir installer dans la salle de bain et on va aller venir proposer un challenge en 3 objectifs. En fait, ça va dépendre de l'intensité, de l'envie de chaque personne. Ils vont venir passer un contrat avec eux-mêmes. Et c'est ça qui est important en sciences comportementales. Pour ne pas imposer, c'est pas quelqu'un qui le dit, c'est l'utilisateur lui-même qui va venir se fixer son objectif. Et on est tous des êtres humains et on a envie, quand on s'est fixé un objectif, de les réussir. Et c'est là où cette partie-là arrive. Et on va venir faire un suivi discret avec 4 LED qui vont venir s'allumer en fonction de l'objectif. C'est de la couleur C'est la couleur verte. D'accord. On a mesuré que c'était celle qui était la moins contraignante et qui avait le plus d'efficacité. Et donc, si vous êtes fixé 80 litres, au bout de 20 litres, on a une première LED qui va venir s'allumer, une seconde, et ainsi de suite. Bien sûr, si vous dépassez, on n'est pas là pour contraindre ou quoi que ce soit. On ne va pas couper l'eau ou mettre de l'eau froide. On est à l'hôtel. Mais en fait, quelque part, on a ce côté de on veut respecter. Et à la fin, en fait, avec la tablette, on a tout le côté de on va dire félicitations. Et là, c'est le circuit de dopamine en fait du cerveau qui est activé directement. Vous avez passé un contrat avec vous-même, vous l'avez réussi. Félicitations. Et même après, on a au niveau du check-out de l'hôtel où on a des récompenses plus directes. D'accord, donc c'est chaque hôtel qui va décider de la récompense qu'il peut octroyer à ses clients. 80 litres, c'est ce qu'on utilise en moyenne sur quoi? Sur une douche, c'est ça? Ça, c'est ce que vous allez. C'est plus qu'à la maison, mais c'est beaucoup moins qu'à l'hôtel. À l'hôtel, on est plutôt en moyenne à 110 litres par douche. Parce qu'on se dit, on est à l'hôtel, on en profite, quoi. Exactement. Donc vous avez travaillé les sciences comportementales pour mettre au point. C'est pas seulement de la technologie, c'est de la science comportementale. C'est par la gamification, c'est mettre des polices plus grosses, c'est plein de petites choses qui arrivent aujourd'hui à nous 30% de réduction en moyenne à l'hôtel. Alors ce mentorat, il dure depuis une année, c'est ça? À peu près une année, oui, tout à fait. Comment il fonctionne? Quel rythme? Quel conseil? Sur quoi vous êtes intervenu? Alors déjà, en termes de rythme, c'est à peu près une fois par mois. Voilà, qu'on essaye de positionner ce rythme-là. Souvent par visioconférence, que moi j'habite à Lyon à titre personnel. Toi, tu navigues pas mal entre Lyon et Paris. Donc tes associés sont aussi à Paris. Donc, ça se fait avec les 3 associés, le mentorat, oui, d'accord. Toujours, effectivement, c'est intéressant parce qu'il faut tout de suite décloisonner entre l'aspect business, commerce, l'aspect marketing, l'aspect production, c'est extrêmement important. Et donc dans cet accompagnement, donc on est aussi sur du concret. Je m'en souviens, par exemple, un salon, je vous ai aidé pour comment appréhender le salon. C'était un salon en porte de Versailles. Donc, à un moment, l'idée est venue de carrément mettre une douche au salon porte de Versailles. De toute façon, elle ne fonctionnait pas, la douche, mais au moins, ça faisait un effet waouh. Ouais. Donc, c'est l'expérience vraiment comportementale et tout. Donc, voilà, c'est dans ces pratiques-là. Et aussi dans mon accompagnement, c'est par rapport au carnet d'adresse, donc de contacter le réseau, c'est important. Voilà, je pense. Oui, effectivement, parce que quand on commence comme nous, on a un réseau qui est limité. Bien sûr. Et donc, c'est bien sûr s'entourer de plusieurs personnes. Bertrand en fait partie, avec l'idée de pouvoir rebondir et avoir des introductions auprès de personnes intéressées. Qu'est-ce que vous recherchiez, vous, dans cette expérience de mentorat? Nous, déjà du soutien. C'est-à-dire que c'est une épreuve d'entreprendre. Il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, avoir quelqu'un qui nous suit, qui voit les hauts, qui nous rappelle ce qu'on a déjà accompli, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Après, on a du côté opérationnel. Donc, voilà, sur des questions, Bertrand nous l'a déjà expliqué. Mais je pense que c'est aussi prendre du recul pour nous qui a été le plus important au sein de ces séances de 30 minutes, 40 minutes, où on va dire, on en est là. Et en fait, nous, on ne le fait pas si on n'a pas une personne extérieure. C'est avoir un regard un peu neutre d'une certaine façon, c'est ce que vous cherchez? C'est un regard neutre mais avisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réexpliquer là où on en est de A à Z. Il connaît très bien la solution, il connaît bien les enjeux business, les enjeux financiers, mais il n'est pas tous les matins dans l'entreprise. Et donc, en fait, ça reste un regard très important. Bertrand Baradine, est-ce que c'est si facile de rester neutre? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est mentor, la relation, elle se crée, etc. Et puis, plus les mois avancent, plus on se sent investi dans l'histoire de l'entreprise. Non, mais c'est vrai, tout à fait, oui. Et il faut savoir, malgré tout, dire les choses parfois un peu de façon... Enfin, voilà, être cash, quoi. Exactement. En même temps, c'est une relation de partenaire à partenaire, entrepreneur à entrepreneur. Donc, effectivement, c'est important à la fois donc neutre, parce que c'est leur projet, et en même temps, effectivement, on va dire, sous forme de proposition. Tiens, on propose, je propose, tiens, peut-être regardez ça comme ça, ou regardez ça comme ça. Voilà, donc c'est important, c'est leur bébé, c'est le bébé qui grandit, qui deviendra adolescent, qui deviendra adulte, et qui prendra son envol. Donc, mais c'est important, la neutralité est importante quand même. Voilà. Vous en êtes où, tiens, d'ailleurs, du développement de l'Uniwave?
Alors nous, donc on a fait une partie de R&D en interne. Ouais. On a pu avoir nos premiers clients. On peut notamment citer B&B, Best Western et les hôtels du Futuroscope. Donc on est très heureux. Et aujourd'hui, là, on est en train de clore une première grosse levée de fonds pour pouvoir accélérer la commercialisation en 2024 et diffuser notre vision de cette écologie positive en fait dans le milieu du tourisme. Ouais. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier et de pouvoir démarcher les grands comptes du secteur. Vous en êtes là aujourd'hui ou c'est encore un peu trop tôt? Non, aujourd'hui, on est chez des grands comptes avec qui on a des produits à installer qui fonctionnent, notre solution. Mais l'idée, c'est vraiment de diffuser. Aujourd'hui, on est en France, mais on a aussi déjà des intérêts à l'étranger avec l'idée de, voilà, on sait que c'est l'enjeu du futur du tourisme, un futur durable, et nous, on veut se positionner dès maintenant. Alors ce mentorat, j'ai reçu ici beaucoup de binômes d'entrepreneurs pour la planète. Ce que j'en retiens comme l'une des leçons, c'est que ça marche dans les deux sens. J'aimerais savoir ce que vous en retirez aussi. Tout à fait. Ce qu'ils appellent dans l'association donc le reverse mentoring. Moi, j'aime bien parler français, donc je l'ai dit en bon vieux français. Oui, non, mais c'est vrai, effectivement, en bon vieux français. Donc vraiment, j'apprends beaucoup aussi, parce que déjà, on va dire pour deux choses. La première, c'est toujours cette énergie qu'on garde. Attention, j'ai 46 ans, donc il faut garder toujours cette belle énergie entrepreneuriale qui est en moi. Donc c'est important, ce côté reverse mentoring. Et l'autre, effectivement, dans ce que j'entreprends, c'est d'avoir cet impact environnemental. Donc bravo à eux d'avoir tout de suite, dès leur premier business, mettre tout de suite un impact environnemental. Moi, demain, l'entreprise que je vais cofonder, on est déjà dans un business où on sait qu'on va mettre en place donc de l'impact environnemental. On aura vraiment cette notion aussi de RSE. C'est plus facile d'ailleurs quand on crée son entreprise, c'est-à-dire que de cocher les différentes cases de la RSE, c'est plus facile que quand l'entreprise existe déjà, qu'il faut éventuellement repenser le modèle économique, etc., etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que dès que vous partez d'une feuille blanche, j'allais dire, vous dites, ok, là c'est une des valeurs. Voilà, vous allez créer, donc vous mettez plusieurs valeurs. Donc entre autres la valeur donc RSE, la valeur donc environnementale, impact positif. Oui. Donc ça fait partie de la chaîne de valeur. Oui, Arthur Dumoulin, est-ce que ce produit, je pourrais l'utiliser chez moi? Pour l'instant, vous avez ciblé le secteur hôtelier. Est-ce que vous vous dites que ça pourrait devenir un produit grand public? Ça pourrait. Il a été vraiment conçu pour ce secteur parce qu'il a la particularité qui va s'adapter à chaque personne. À l'hôtel, vous y êtes pour 2 jusqu'à 7 jours. Ouais. Et en fait, c'est sur cette période de temps qu'il est le plus efficace et qu'il a les meilleurs rendus. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce mentorat d'entrepreneurs pour la planète autour de l'entreprise l'Uniwave. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Tout de suite. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Xu Zhang. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Pandobac, créée en 2018 avec Anaïs Ritterban et Roch Feuillade. Et avec quelle idée? Racontez-moi le point de départ, tiens. Avec Pandobac, on propose des solutions d'emballage réutilisables pour remplacer des emballages à usage unique. Et nous, on s'est spécialisé vraiment sur des emballages professionnels, des emballages logistiques, comme par exemple tout ce qui est carton, cagettes en bois et caisses polystyrène, qu'on peut un peu voir à la fin des marchés, par exemple, ou devant des restaurants, des commerces, qui sont souvent plutôt inconnus du grand public. Et pourquoi donc on a choisi justement ce secteur un peu inconnu du grand public. Il y a votre expérience de restauratrice, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est qu'avant de créer Pandobac, j'avais créé un restaurant. Et en tant que restaurateur, ça vous pouvez demander à n'importe quel restaurateur, c'est un enfer de gérer les emballages d'approvisionnement. Donc c'est vraiment ce qu'on reçoit de la part des fournisseurs. Et tout est aujourd'hui, très majoritairement, en emballage à usage unique. Et donc on vient vraiment remplacer cet emballage par quelque chose de réutilisable et qu'on va réutiliser plusieurs centaines de fois. Alors on va expliquer ce que c'est dans un instant. Et pourquoi c'est un enfer? Parce qu'il y en a trop, parce qu'on ne sait pas où les stocker, parce que c'est quoi le... Un peu tout ça en même temps. Il y en a beaucoup, sachant qu'un restaurant, il se fait livrer des fruits et légumes, de la viande, du poisson, de la crèmerie, tout ce qu'on veut. Donc déjà, il y a une dizaine de fournisseurs qui arrivent tous les jours dans le restaurant, qui chacun ramène du coup des colis
de marchandises. Donc ça fait beaucoup. Et ensuite, en termes de place, un restaurant a très peu de place de stockage et très peu de place pour les poubelles. Et c'est toujours un casse-tête pour savoir comment jeter la caisse polystyrène, la caisse en bois, qui en plus peuvent pas vraiment se compacter, quoi. À part le carton, tout le reste, il faut vraiment le mettre. Et moi, c'était vraiment en volume dans mon restaurant, largement au-dessus de tous les autres déchets. Je pense que ça représentait 4 fois plus de déchets que tout le reste que je générais, quoi. Juste sur les emballages. Et donc là, on a vu quelques photos de bacs. Qu'est-ce que vous proposez en fait comme solution? Alors nous, c'est vraiment une solution clé en main qu'on a voulu proposer à nos clients, donc, qui sont plutôt les fournisseurs alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, ils vont acheter des emballages à usage unique, et puis après, ils livrent, et puis ils s'en débarrassent, et c'est fini. Donc l'idée, c'était de dire, pour accompagner à un changement quand même de processus, où il faut quand même, à un moment ou un autre, que l'emballage soit réutilisé, on voulait vraiment que ce soit le plus simple pour lui. Du coup, ce qui est clé en main, c'est qu'on gère toute la partie en fait de réutilisation de l'emballage. On fournit le bon bac, on appelle ça un bac, adapté à ses produits, et après on s'occupe de le récupérer, de le laver et de lui redonner propre comme neuf pour de multiples réutilisations. Et le tout est suivi avec une plateforme qu'on a développée nous-mêmes et qui permet vraiment de tracer et d'optimiser les réutilisations. Parce que c'est important de savoir où ils sont, ces bacs. Oui, effectivement. Avec ce constat, plus de 9 200 000 tonnes d'emballages professionnels à usage unique mis sur le marché français chaque année. Quels conseils vous pouvez donner? Parce qu'il y a aussi une dimension de conseils que vous donnez à vos clients. Oui, alors nous effectivement, vu que c'est un changement d'usage, un changement de processus, comme je disais, on doit forcément accompagner nos clients. Donc on a toujours une phase en amont où on va bien étudier son besoin, comment il fonctionne aujourd'hui pour s'intégrer au maximum dans comment il fonctionne en fait, pour pas tout changer, arriver et absolument tout changer. Donc on a souvent une phase d'étude en amont pour bien faire aussi ressortir la faisabilité du projet, les différents impacts pour toutes les parties prenantes. Et effectivement, on a une expertise, et on n'est pas beaucoup en France sur le réemploi d'emballage, parce que ça reste quand même un secteur assez émergent. On est vraiment expert spécifiquement du réemploi d'emballage. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors, quel secteur, quelle taille d'entreprise? Ouais, on a un peu tout. Alors pour le coup, c'est très varié. On travaille globalement avec des fournisseurs alimentaires, donc c'est une catégorie très large, parce que ça regroupe des industriels agroalimentaires qui vont livrer plutôt des supermarchés, hypermarchés. On a toute la partie donc qu'on appelle RHF, donc restauration hors foyer. Là, on a plutôt des grossistes, il y a des distributeurs également. On va aussi directement voir des marailleurs. Donc voilà, c'est assez large. Et donc c'est des entreprises qui vont fournir la restauration. Globalement, on travaille aussi de temps en temps sur la partie accompagnement avec des usines, des entreprises qui ont des besoins de conditionnement et réfléchissent au projet de réemploi d'emballage. Mais globalement dans l'alimentaire. Est-ce que vous êtes porté également par les nouvelles réglementations, la loi AGEC et autres? Oui, beaucoup. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle souvent des emballages de restauration rapide à emporter, sur place, à emporter, etc. Mais nous, effectivement, nos emballages donc, professionnels sont aussi concernés par la loi AGEC. Sur le taux d'emballage réemployé mis sur le marché par an, en fait, c'est intégré aussi dedans. Donc, en fait, pour une entreprise qui remplace un emballage à usage unique, un carton par exemple, par un bac à nous, ça rentre dans cette comptabilisation, donc ça rentre dans les objectifs. Et ensuite, il y a également des nouvelles taxes, des éco-contributions en fait, qui vont arriver sur les emballages professionnels également, qui vont augmenter le coût de l'emballage à usage unique professionnel. D'où l'intérêt d'utiliser les bacs Pandobac. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.